Le 21 février 1943, à 4h50 du matin, le brigadier général Paul Robinette se tenait dans un oued peu profond à 32 km à l'est de Tébessa, en Tunisie, et regardait les panzers allemands se masser pour une attaque qu'il savait imminente dans les heures à venir. Les panzers appartenaient au général-feldmarschall Erwin Rommel, le renard du désert, l'homme qui avait repoussé les armées britanniques à travers l'Afrique du Nord pendant 2 ans. Rommel venait de passer 3 jours à écraser les forces américaines à travers le col de Kasserine. Maintenant, il se dirigeait vers Tébessa, la principale base de ravitaillement allié. S'il la prenait, il couperait des milliers de soldats américains et capturerait assez de carburant et de munitions pour soutenir son Afrika Korps pendant des mois. Robinette commandait le combat commande B de la première division blindée. Il avait 48 chars Sherman, 31 chasseurs de chars, 3 bataillons d'infanterie et 11 batteries d'artillerie. Contre lui, Rommel amenait la 10e Panzer-Division, des éléments de la 21e Panzer et de la division blindée italienne Centauro, peut-être 120 chars au total, plus de l'infanterie mécanisée et de l'artillerie. Les effectifs étaient proches, l'expérience ne l'était pas. Rommel combattait en Afrique du Nord depuis février 1941. Ses troupes avaient remporté des batailles à Gazala, Tobrouk et des dizaines d'engagements plus petits. Il connaissait le désert. Il connaissait la guerre mobile. Il savait comment coordonner les chars, l'infanterie et l'artillerie en attaque interarmes qui avaient brisé les formations britanniques à plusieurs reprises. Les Américains étaient au combat depuis exactement 9 jours. La plupart n'avaient jamais vu un soldat allemand avant le 14 février. La plupart n'avaient jamais subi de tirs d'artillerie. La plupart n'avaient jamais vu leurs amis mourir. Rommel le savait. 3 jours plus tôt, avant le début de l'attaque, il avait écrit dans son journal que les Américains étaient non éprouvés, mal commandés et se briseraient facilement sous la pression. Son état-major partageait cette évaluation. Les rapports de renseignement allemands décrivaient les unités américaines comme désorganisées, leurs commandants comme inexpérimentés, leur équipement comme adéquat mais mal employé. Les Allemands s'attendaient à un combat facile. Ils avaient eu raison pendant 72 heures. Maintenant, ils allaient avoir tort. La première unité américaine que Rommel détruisit fut le combat commande A de la première division blindée à Sidi Bouzid. Correction, Sidi Bouzid, le 14 février. L'attaque commença à l'aube. Les blindés allemands arrivèrent de 2 directions, contournant les positions d'infanterie américaines sur 3 collines isolées. L'infanterie ne pouvait pas se soutenir mutuellement. Ils étaient trop éloignés. Les Allemands les encerclèrent, les coupèrent et se tournèrent vers les blindés américains dans la vallée. Le combat commande A commandait des chars à Sidi Bouzid. L'unité s'était entraînée sur les chars et aux tactiques coordonnées de blindés. Les commandants savaient ce qu'ils étaient censés faire, se disperser, utiliser des positions en défilement, coordonnées avec l'infanterie et l'artillerie. Le problème était que la doctrine des chars américains en février 1943 était conçue pour combattre d'autres chars. La doctrine américaine disait que les chars devaient rechercher les chars ennemis et les détruire en combat char contre char. L'infanterie s'occuperait de l'infanterie ennemie. L'artillerie supprimerait les canons ennemis. Les chasseurs de chars défendraient contre les percées blindées ennemies. Les Allemands ne combattaient pas de cette façon. La doctrine allemande intégrait tout. Leurs chars travaillaient avec leur infanterie. Leur infanterie travaillait avec leur artillerie. Leur artillerie travaillait avec leurs chars. Ils avançaient ensemble, combattaient ensemble, se soutenaient mutuellement en continu. À Sidi Bouzid, les chars américains combattirent seuls. L'infanterie était sur les collines. L'artillerie était derrière l'infanterie. Les chasseurs de chars étaient distribués parmi les positions d'infanterie. Quand l'attaque allemande arriva, rien ne fonctionna ensemble. La 21e Panzer-Division allemande frappa du nord. La division italienne Centauro frappa du sud. Ils coordonnèrent leurs mouvements, convergèrent sur les chars américains, les prirent entre 2 feux. Le combat commande A combattit pendant 4 heures. Ils détruisirent peut-être 12 chars allemands. Ils perdirent 57 Sherman. Vers midi, les commandants ordonnèrent une retraite. À 14 heures, l'unité avait cessé d'exister en tant que force de combat efficace.
Les Américains tentèrent de contre-attaquer le lendemain. Le combat Command C arriva du sud avec 60 chars. Les canons anti-chars allemands cachés dans les Weds les détruisirent à des portées allant jusqu'à 1800 mètres. Les chars américains ne virent jamais ce qui les frappa. Les équipages abandonnèrent leurs véhicules, coururent se mettre à couvert, laissant leurs véhicules en flammes. Au 16 février, les Américains avaient perdu près de 100 chars en 2 jours. Rommel observa la bataille depuis un poste de commandement près de Sidi Bouzid. Il vit les chars américains avancer sans soutien d'infanterie. Il vit l'artillerie américaine tirer depuis des positions statiques que les observateurs allemands pouvaient facilement localiser. Il vit l'infanterie américaine isolée sur des sommets sans voie de retraite. Il dicta un rapport à son état-major décrivant en détail les erreurs tactiques américaines. Sa conclusion fut brutale. Les Américains auraient besoin d'au moins 6 mois d'expérience au combat avant de pouvoir se battre efficacement contre les forces allemandes. Le second désastre américain se produisit à Sbiba. Correction, Spatler, probablement Sbiba, le 17 février. Le major général Orlando Ward commandait la première division blindée. Ward avait 51 ans, promotion de West Point 1914. Il avait servi en France pendant la Première Guerre mondiale. Il avait commandé des blindés pendant 2 ans. Il était compétent, prudent, méthodique. Méthodique était la mauvaise approche. Rommel avançait trop vite. Au moment où Ward positionna ses forces à Sbiba, les blindés allemands contournaient déjà la ville depuis 2 directions. Ward ordonna un retrait en combattant. Le retrait devint une déroute. Les véhicules américains encombrèrent les routes vers l'ouest. L'artillerie allemande les surprit en colonne, détruisit camions et half-track, tua des conducteurs qui abandonnèrent leurs véhicules et s'enfuirent. Un officier américain décrivit plus tard cela comme du chaos. Les hommes ne savaient pas où étaient leurs unités. Les officiers ne savaient pas où étaient les Allemands. Les communications s'effondrèrent complètement. Ward perdit encore 40 chars à Sbiba. Il perdit 29 pièces d'artillerie. Il perdit 57 half-track. Il perdit toute cohésion organisée. À la nuit tombée du 17 février, la première division blindée était au combat depuis 4 jours et avait perdu la moitié de son équipement. Les survivants se replièrent sur le col de Kasserine à 48 km à l'ouest, la dernière position défensive avant Tébessa. Rommel poursuivit. Le 19 février à 4h50, il attaqua le col de Kasserine avec le groupe d'assaut de l'Afrika Korps depuis le sud et des éléments de la 21e Panzerdivision vers Sbiba au nord. Son plan était de percer à travers les 2 cols, converger vers Tébessa depuis 2 directions, capturer la base de ravitaillement et détruire ce qui restait du 2e corps américain. La défense du col de Kasserine échut au colonel Alexander Stark. Stark commandait le 26e régiment d'infanterie, une unité qui avait débarqué en Afrique du Nord 3 mois plus tôt et n'avait presque pas combattu. Stark avait des troupes du génie, quelques batteries d'artillerie, des chasseurs de chars et un bataillon d'infanterie coloniale française avec de vieux canons français de 75 mm datant de la Première Guerre mondiale. Stark positionna ses troupes sur les hauteurs surplombant le col. Le col lui-même faisait 3 kilomètres de large, une brèche dans la chaîne des monts de la Dorsale. La route qui le traversait menait directement à l'ouest vers Tébessa. Si les Allemands perçaient, ils seraient en terrain ouvert avec rien entre eux et la base de ravitaillement. L'attaque allemande arriva par vagues. D'abord les bombardiers en piqué Stuka, puis l'artillerie, puis les chars et l'infanterie mécanisée remontant le fond de la vallée. Les canons français de 75 mm ouvrirent le feu à 3600 mètres. C'étaient de vieilles armes coulées en 1917, mais elles fonctionnaient encore. Des chars allemands furent touchés, s'arrêtèrent, brûlèrent. La première attaque s'enlisa. Rommel vint en personne sur le front. Il trouva ses commandants trop lents, trop prudents. Il leur ordonna d'attaquer plus agressivement, amener plus d'artillerie, engager les réserves, pousser plus fort. Le 20 février, les Allemands attaquèrent à nouveau avec 2 fois plus de chars. Ils amenèrent des canons anti-aériens de 88 mm et les utilisèrent en tir direct contre les positions américaines sur les collines. Les 88 pouvaient pénétrer n'importe quel char américain à 1800 mètres. Ils pouvaient détruire des bunkers. Ils pouvaient tuer l'infanterie dans les trous individuels.
Les Américains n'avaient rien qui puisse égaler leur portée et leur puissance de frappe. En milieu d'après-midi du 20 février, l'infanterie allemande avait infiltré les hauteurs des deux côtés du col. Les positions américaines devinrent intenables. Stark ordonna un retrait. Ses troupes se replièrent de 10 kilomètres vers une position secondaire près de la ville de Tala. Les Allemands contrôlaient le col de Kasserine. La route vers Tébessa était ouverte. Rommel se trouva face à une décision. Il pouvait pousser au nord-ouest vers Talla et les forces britanniques qui s'y rassemblaient, ou il pouvait pousser vers l'ouest, vers Tébessa et la base de ravitaillement américaine. Son carburant était bas. Ses munitions étaient limitées. Ses lignes de ravitaillement étaient étirées. Il devait choisir un objectif et y engager toutes ses forces. Le haut commandement allemand lui ordonna d'attaquer Talla. Rommel n'était pas d'accord. Il croyait que Tébessa était la cible la plus précieuse. Capturer ses approvisionnements soutiendrait ses forces pendant des mois. Mais les ordres étaient les ordres. Il divisa ses forces, en envoya une partie vers Talla, garda une partie en mouvement vers Tébessa, affaiblissant ainsi les deux attaques. C'est là que Paul Robinett entra dans la bataille. Robinett avait 49 ans et venait du Missouri. Il avait obtenu un diplôme en agriculture de l'Université du Missouri en 1917, avait rejoint la cavalerie pendant la Première Guerre mondiale, avait servi à la frontière mexicaine. Il avait passé 25 ans dans l'armée, la plupart comme officier d'état-major. Il était méthodique, prudent, soucieux du détail. Il n'était pas un commandant flamboyant. Il ne faisait pas de discours inspirants. Il résolvait simplement les problèmes jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Le 19 février, Robinett reçut l'ordre de prendre le combat commande B au nord de Sbiba et d'établir une position défensive à l'est de Tébessa. Les ordres étaient vagues. Tenir quelque part, arrêter les Allemands s'ils venaient. Personne ne lui dit exactement où positionner ses forces ou quel niveau d'attaque attendre. Robinett passa les 19 et 20 février à mener des reconnaissances. Il avança en jeep avec son officier des opérations pour étudier le terrain. Il devait trouver une position où les forces américaines pourraient se battre efficacement. Le terrain devait favoriser la défense. Il devait offrir un défilement pour les chars. Il devait offrir une observation pour l'artillerie. Il devait canaliser les attaques allemandes dans des zones de destruction. Il trouva une telle position le long de la vallée de Bouchepka. Correction, Baet Fuzana, probablement la vallée près de Bouchepka, où le terrain favorisait la défense. La vallée s'étendait approximativement du nord au sud. Les forces allemandes, approchant depuis le col de Kasserine, devraient traverser un terrain découvert pour atteindre les positions américaines. Le fond de la vallée était plat, n'offrant aucun défilement pour les forces attaquantes. Mais les bords de la vallée avaient des oueds, des dépressions peu profondes, parfaits pour cacher des chars en défilement. Les chars américains pouvaient se tenir dans ces oueds avec seulement leurs tourelles exposées, présentant des cibles minimales, tout en maintenant des champs de tir dégagés à travers le fond de la vallée. Les côtés de la vallée avaient des lignes de crête qui offraient une excellente observation. Les observateurs avancés positionnés sur ces crêtes pouvaient voir à des kilomètres. Ils pouvaient observer les zones de rassemblement allemandes, appelées des tirs d'artillerie, avant même que les attaques ne commencent. Les lignes de crête offraient aussi des positions pour l'infanterie. L'infanterie américaine sur les crêtes pouvait couvrir les positions de chars avec des tirs de fusils et de mitrailleuses, empêchant l'infanterie allemande de s'infiltrer assez près pour attaquer les chars avec des grenades ou des charges de démolition. Il y avait des défilés qui canalisaient toute attaque allemande dans des itinéraires prévisibles. Les Allemands auraient des options de manœuvre limitées. Ils devraient traverser le fond de la vallée ou tenter des mouvements de débordement par des passages étroits. Les deux approches les exposeraient à des tirs américains concentrés. Robinett pouvait positionner ses forces pour couvrir toutes les voies d'approche probables. Il positionna ses chars en défilement dans les oueds où seules leurs tourelles étaient visibles. Cela réduisait leur exposition aux tirs allemands tout en maintenant leur capacité à engager des cibles ennemies. Le char M4 Sherman avait une silhouette basse lorsqu'il était en défilement. Les artilleurs allemands auraient du mal à les toucher à distance, mais les Sherman pouvaient tirer efficacement. Leurs canons de 75 mm avaient une portée et une puissance de frappe adéquates contre les chars allemands aux distances d'engagement normales.
Il positionna ses chasseurs de chars en avant comme une ligne de postes avancés. Les Half-Track M3 avec canon de 75 mm étaient vulnérables en combat direct. Ils avaient un blindage fin. Un obus allemand les percerait facilement. Mais positionnés en avant dans des positions camouflées, ils pouvaient engager les chars allemands au premier contact, perturber les formations allemandes, forcer les Allemands à se déployer prématurément. Ensuite, les chasseurs de chars pouvaient se replier vers des positions secondaires, tandis que les Sherman, cachés, engageaient le combat. Il positionna son artillerie en profondeur avec des zones de tir préenregistrées couvrant toutes les voies d'approche probables. L'artillerie comprenait 11 batteries, totalisant plus de 60 canons. La plupart étaient des obusiers de 105 mm. L'artillerie divisionnaire standard américaine. Ils avaient une bonne portée, une bonne précision, une bonne puissance de frappe contre les cibles blindées et non blindées. Correctement coordonnés, ils pouvaient délivrer une puissance de feu dévastatrice. Robinette travailla avec son commandant d'artillerie pour établir des concentrations préenregistrées. Ils identifièrent des emplacements où les forces allemandes se rassembleraient probablement, les itinéraires d'approche qu'elles utiliseraient probablement, les positions où elles pourraient établir des armes de soutien. Chaque emplacement reçut un numéro de concentration. Quand les observateurs avancés demandaient des tirs sur une concentration spécifique, chaque batterie savait exactement où viser. Les obus arrivaient rapidement, avec précision, en volume. Il positionna son infanterie sur les flancs avec des champs de tir dégagés. L'infanterie venait de la première division d'infanterie, le commandement de Terry Allen. C'étaient des soldats expérimentés. Ils avaient combattu en Afrique du Nord pendant 3 mois. Ils savaient creuser des trous individuels, établir des positions de tir, coordonnées avec les armes de soutien. Robinette les plaça où ils pouvaient couvrir les positions de chars, protéger l'artillerie contre l'infiltration, verrouiller les flancs contre les tentatives allemandes d'enveloppement de la défense. Plus important encore, il coordonna tout. Il tint une conférence de commandement dans la soirée du 20 février. Chaque commandant de bataillon, chaque commandant de compagnie y assista. Il leur montra une carte de la position défensive. Il expliqua comment chaque unité s'intégrait dans le plan global. Il montra au commandant de chars où seraient les chasseurs de chars. Il montra au commandant d'infanterie où seraient les chars. Il montra à tous où seraient positionnés les observateurs d'artillerie et comment demander des tirs. Il établit des procédures de communication. Chaque unité avait un contact radio avec chaque autre unité. Si les Allemands attaquaient n'importe où, tout le monde serait immédiatement informé. Si une unité avait besoin de soutien, l'aide pouvait arriver rapidement. Si l'artillerie était nécessaire, les observateurs pouvaient la demander en quelques minutes. L'ensemble de la position défensive fonctionnait comme un système intégré unique. Robinette travailla toute la nuit du 20 février. Ces unités étaient épuisées. Elles s'étaient repliées pendant 6 jours. Elles avaient vu d'autres unités se faire détruire. Elles avaient peu confiance en elles. Il marcha parmi eux, parla au chef de section et au commandant de compagnie, expliqua le plan défensif, leur montra comment la position fonctionnerait. Il leur dit que les Allemands viendraient, probablement à l'aube, probablement avec les chars en tête. Il leur dit de tenir leur position, de faire confiance au plan, de se battre en équipe. À 4h50 le 21 février, des éléments de reconnaissance allemands sondèrent la position américaine. Ils rapportèrent à Rommel que les Américains étaient retranchés le long de la vallée en force significative. Rommel décida d'attaquer malgré tout. Il avait l'élan, il avait des troupes aguerries. Il croyait que les Américains s'effondreraient comme ils s'étaient effondrés partout ailleurs. Il avait tort. L'attaque allemande commença à 14 heures le 21 février. 40 panzers de la 10e Panzerdivision avancèrent sur le fond de la vallée avec de l'infanterie italienne Bersaglieri et des camions derrière eux. Ils s'attendaient à trouver des Américains désorganisés en retraite paniquée comme dans chaque autre engagement. Au lieu de cela, ils trouvèrent une position défensive coordonnée. Les chasseurs de chars américains engagèrent depuis la ligne avancée à 1400 mètres. Des chars allemands furent touchés, s'arrêtèrent, certains brûlèrent. Les panzers ripostèrent, détruisirent plusieurs chasseurs de chars, continuèrent d'avancer. Les chasseurs de chars se replièrent vers des positions secondaires. Puis les Sherman cachés ouvrirent le feu depuis leur position en défilement dans les oueds. Les Allemands ne les avaient pas vus.
Soudain, ils étaient sous le feu de 3 directions. Plus de chars touchés, plus de véhicules stoppés. Les camions italiens transportant l'infanterie tentèrent de manœuvrer hors de la route. L'artillerie américaine commença à tomber. Des tirs préenregistrés. Les observateurs avancés avaient demandé des concentrations. Les obus tombèrent parmi les camions, les détruisirent, tuèrent des fantassins. L'attaque allemande s'enlisa. Rommel vint personnellement sur le front pour évaluer la situation. Il pouvait maintenant voir clairement les positions américaines. Elles ne se retiraient pas. Elles ne paniquaient pas. Elles combattaient depuis des positions préparées avec des tirs coordonnés. Ses pertes s'accumulaient. Sa situation de carburant était critique. Ses munitions s'épuisaient. Il ordonna une autre attaque le lendemain matin, le 22 février. Même axe, plus de force. Tout amené pour percer vers Tébessa. L'attaque du 22 février frappa à 11h25 après des retards causés par le brouillard. Les chars allemands et l'infanterie italienne remontèrent la vallée à nouveau. De nouveau, ils rencontrèrent une résistance américaine coordonnée. Chasseurs de chars, chars en défilement, tirs d'artillerie, infanterie avec des armes anti-chars. Les Allemands firent quelques progrès, arrivèrent à moins de 3 kilomètres des positions d'artillerie américaine. Puis, l'artillerie américaine ouvrit le feu en masse. 11 batteries, 132 canons, tous tirant sur des coordonnées préenregistrées. Le fond de la vallée devint une zone de destruction. Des chars allemands prirent des coups directs. L'infanterie à découvert fut fauchée par les éclats d'obus. Les unités italiennes Bersaglieri furent décimées. 2 bataillons furent effectivement détruits en 30 minutes de bombardements soutenus. L'élan allemand vers l'avant s'arrêta. Rommel observa depuis son poste de commandement. Il pouvait voir son attaque s'effondrer. Il pouvait voir les pertes s'accumuler. Il reçut des rapports que la 8e armée de Montgomery avait atteint la ligne Marette au sud, menaçant ses arrières. Il reçut des rapports que des renforts alliés arrivaient toutes les heures au col. À 16h, le 22 février, Rommel prit sa décision. Il ordonna un retrait. Toutes les unités devaient se replier à travers le col de Kasserine. Retour aux positions de départ. L'offensive était terminée. Les Allemands se replièrent les 23 et 24 février. Les forces américaines et britanniques réoccupèrent le col de Kasserine le 25 février. La bataille était finie. Les pertes américaines s'élevaient à 6600 hommes tués, blessés ou capturés. Ils perdirent 183 chars, 183 half-track, 208 pièces d'artillerie, 512 véhicules. C'était la pire défaite américaine en Afrique du Nord. Mais ce n'était pas la défaite que Rommel attendait. Dans son journal après la bataille, il écrivit quelque chose qui surprit son état-major. La conduite tactique de la défense américaine a été de première classe. Les Américains se sont rapidement ressaisis après le premier choc et ont réussi à bloquer l'avance allemande en groupant leurs réserves pour défendre les cols. Ils ont positionné leur artillerie avec habileté. Ils ont employé les armes combinées efficacement une fois qu'ils ont établi des positions défensives appropriées. Ce n'était pas l'évaluation d'un ennemi facile, c'était du respect. Ce que Rommel vit à la fin du col de Kasserine changea fondamentalement son opinion des forces américaines. Les premières batailles à Sidi Bouzid et Sbiba lui avaient montré des attaques américaines mal coordonnées et des retraits désorganisés. Mais la résistance défensive à l'est de Tébessa, les tirs d'artillerie des 21 et 22 février, la défense interarmes coordonnée, cela lui montra quelque chose de différent. Cela lui montra que les Américains pouvaient apprendre vite. Cela lui montra que les Américains pouvaient s'adapter. Cela lui montra que les Américains, correctement commandés et correctement positionnés, pouvaient se battre. D'autres commandants allemands manquèrent cela. Ils virent les 3 premiers jours, le chaos, les retraites, l'équipement capturé. Ils conclurent que les Américains étaient faibles. Cette conclusion leur coûterait cher plus tard. Le général feldmarschall Albert Kesselring, supérieur de Rommel, croyait que la victoire de Kasserine prouvait que les forces allemandes pouvaient vaincre facilement les Américains. Il préconisa des opérations offensives continues en Tunisie. La plupart des officiers d'état-major allemands étaient d'accord avec Kesselring. Ils regardaient les statistiques. Plus de 6000 pertes américaines, près de 200 chars détruits, des milliers de prisonniers capturés.
Ils virent une victoire allemande écrasante. Rommel vit toute la bataille. Il vit les 3 premiers jours. Il vit aussi les 2 derniers. Il vit la rapidité avec laquelle les Américains se stabilisèrent. Il vit l'efficacité avec laquelle ils utilisèrent l'artillerie une fois qu'ils établirent une direction de tir appropriée. Il vit à quel point ils se battaient bien depuis des positions préparées avec des champs de tir dégagés et un soutien coordonné. Plus important encore, il vit la vitesse d'adaptation du chaos à Sidi Bouzid le 14 février à une défense efficace à Tébessa le 21 février, 7 jours. Cette vitesse d'apprentissage était sans précédent dans l'expérience de Rommel. Les Britanniques avaient mis des mois à s'adapter après leur première défaite en Afrique du Nord. Les Français ne s'étaient jamais adaptés après leur défaite en 1940. Les Italiens avaient eu du mal à s'adapter tout au long de la guerre. Mais les Américains avaient appris des leçons critiques en une semaine de combat. Cela inquiéta Rommel plus qu'aucune victoire tactique ne pouvait le satisfaire. Rommel vit toute la bataille. Il vit les 3 premiers jours. Il vit aussi les 2 derniers. Il vit la rapidité avec laquelle les Américains se stabilisèrent. Il vit l'efficacité avec laquelle ils utilisèrent l'artillerie une fois qu'ils établirent une direction de tir appropriée. Il vit à quel point ils se battaient bien depuis des positions préparées avec des champs de tir dégagés et un soutien coordonné. Il écrivit une seconde évaluation 2 semaines après la bataille. Il y avertissait le haut commandement allemand de ne pas sous-estimer les forces américaines. Les Américains avaient un équipement supérieur, une logistique supérieure, des effectifs supérieurs. Ce qui leur manquait, c'était l'expérience. Mais ils acquéraient rapidement de l'expérience. Chaque bataille leur enseignait des leçons. Ils s'adaptaient plus vite que les forces britanniques ne l'avaient fait. Dans quelques mois, Rommel prédit que les forces américaines seraient des adversaires redoutables. Le haut commandement allemand ignora cette évaluation. Hitler et son état-major crurent les premiers rapports de Kasserine. Les Américains étaient faibles, mal commandés, s'effondreraient sous la pression. Cette croyance façonna la stratégie allemande pour le reste de la campagne nord-africaine. Elle façonna aussi les attentes allemandes pour les futures campagnes en Sicile et en Italie. Cette croyance était fausse. Rommel savait qu'elle était fausse. Il avait vu la preuve. La bataille avait enseigné aux Américains des leçons critiques. Première leçon, la coordination interarmes. Les forces américaines apprirent que les chars, l'infanterie et l'artillerie devaient travailler ensemble en continu. Les séparer en groupes de combat distincts affaiblissaient tout le monde. Les chars sans soutien d'infanterie étaient vulnérables à l'infiltration. L'infanterie sans soutien de chars manquait de puissance de feu mobile. L'artillerie sans observateurs avancés ne pouvait pas répondre aux situations tactiques changeantes. Tout devait fonctionner comme un système intégré. Deuxième leçon, le positionnement approprié. Les positions défensives nécessitaient un soutien mutuel, des champs de tir dégagés, des voies de retraite. Les positions isolées étaient encerclées et détruites. Les bataillons d'infanterie sur les collines à Sidi Bouzid étaient trop éloignés pour se soutenir mutuellement. Les blindés allemands les avaient contournés, les avaient coupés, les avaient laissés sans importance dans la bataille. Un positionnement approprié signifiait des unités suffisamment proches pour fournir des tirs de couverture avec des champs d'observation se chevauchant, capables de se renforcer rapidement. Troisième leçon, l'efficacité de l'artillerie. L'artillerie américaine correctement coordonnée avec des observateurs avancés et des tirs préenregistrés était dévastatrice. Elle pouvait arrêter net les attaques allemandes. À Tébessa, l'artillerie américaine avait tiré plus de 9000 obus les 21 et 22 février. Ce poids des feux avait détruit les formations de chars allemands, perturbé les attaques d'infanterie, forcé Rommel à se replier. L'artillerie s'était révélée être le système d'armes le plus efficace que possédaient les Américains. Mais elle nécessitait une coordination appropriée. Les observateurs avancés devaient être positionnés là où ils pouvaient voir. Les centres de direction de tir avaient besoin de cartes précises et de communication avec les observateurs. Les batteries d'artillerie devaient être positionnées avec de bons champs de tir et protégées contre les tirs de contre-batterie. Quatrième leçon, le commandement est crucial. Les premiers désastres à Sidi Bouzid et Sbiba s'étaient produits sous des structures de commandement confuses. Le major général Lloyd Fredendall avait divisé la première division blindée en plusieurs groupes de combat,
leur avait donné des missions séparées, avaient échoué à coordonner leurs actions. La défense réussie à l'est de Tébessa s'était produite sous un commandement clair avec des officiers qui comprenaient leur secteur et pouvaient coordonner leurs unités. Robinett avait le commandement unifié du combat commande B. Il connaissait chaque unité sous son contrôle. Il connaissait le terrain. Il connaissait sa mission. Cette clarté permit une action efficace. 5e leçon. La préparation l'emporte sur l'improvisation. Les premières réponses américaines furent improvisées, hâtives, mal réfléchies. Les unités furent engagées au coup par coup sans reconnaissance ni coordination. Les réponses ultérieures furent délibérées, soigneusement planifiées, répétées. Robinett avait passé 2 jours à positionner ses forces à Tébessa. Il avait étudié le terrain. Il avait positionné chaque unité délibérément. Il avait répété les missions de tir avec son artillerie. Cette préparation fit la différence entre la défaite et la victoire. Les commandants américains prirent ces leçons au sérieux. Le major général Lloyd Fredendall, qui commandait le 2e corps pendant Kasserine, fut relevé de son commandement. Le 6 mars, le major général George Patton le remplaça. Patton institua immédiatement un entraînement agressif et une discipline rigide. Il exigea que tous les officiers connaissent leurs unités, leurs secteurs, leurs relations de soutien. Il exigea que les unités pratiquent la coordination interarmes quotidiennement. La première action de Patton fut d'établir la responsabilité. Il inspecta personnellement chaque unité du 2e corps. Il interrogea les commandants sur leurs missions, leurs unités, leurs tirs de soutien. Si les commandants ne pouvaient pas répondre immédiatement, Patton les relevait sur le champ. En 2 semaines, chaque commandant de bataillon du 2e corps savait exactement ce qui était attendu. La clarté remplaça la confusion. Sa 2e action fut d'appliquer des normes. Il exigea des uniformes corrects, des armes propres, une discipline militaire. Les soldats devenus négligents pendant la retraite furent ramenés aux normes. Patton croyait que la discipline en garnison conduisait à l'efficacité au combat. Il avait raison. Les unités qui maintenaient les normes dans les petites choses maintenaient les normes au combat. Sa 3e action fut de reconstruire la confiance. Il visita les positions avancées quotidiennement. Il parla aux soldats. Il s'enquit de leur équipement, de leur entraînement, de leur morale. Il écouta leurs préoccupations. Il apporta des changements basés sur ce qu'il entendait. Les soldats virent que le commandement se souciait de leur bien-être et de leur survie. Le moral s'améliora rapidement. Sa 4e action fut de corriger les problèmes tactiques. Il exigea que les positions défensives soient correctement choisies avec un soutien mutuel et des plans de tir clairs. Il exigea que l'infanterie et les chars s'entraînent ensemble jusqu'à ce qu'ils comprennent comment se soutenir mutuellement. Il exigea que les observateurs d'artillerie avancée travaillent avec chaque unité de manœuvre pour qu'ils sachent comment demander des tirs efficacement. Il exigea que les chasseurs de chars pratiquent les tactiques d'embuscade depuis des positions camouflées plutôt que de combattre les chars de front. Sa 5e action fut de préparer l'offensive. Kasserine avait été défensif, mais Patton savait que le 2e corps devrait attaquer. Il exigea que les unités pratiquent les tactiques d'assaut, le mouvement vers le contact, les opérations de percée. Il exigea que les unités logistiques pratiquent le réapprovisionnement rapide pendant les opérations mobiles. Il exigea que les ingénieurs pratiquent le déminage et la construction de ponts sous le feu. Tout fut répété jusqu'à ce que cela devienne automatique. Les résultats furent immédiats. Les opérations américaines reprirent à la mi-mars 1943 avec une avance méthodique vers la dorsale orientale. Le 17 mars, le 2e corps lança une offensive vers Gafsa. Les forces de Patton avancèrent avec une coordination interarmes. L'infanterie sécurisa les hauteurs tandis que les chars fournissaient une puissance de feu mobile. L'artillerie préparait chaque objectif avant que les troupes n'avancent. Les ingénieurs déminèrent et améliorèrent les routes pour les véhicules de ravitaillement. La capture de Gafsa le 17 mars ne rencontra pas d'opposition. Les forces allemandes s'étaient retirées vers l'est, mais Patton ne s'arrêta pas. Il poussa le 2e corps vers l'avant immédiatement. Le 18 mars, les forces américaines sécurisèrent Tel Guettar, une ville oasis à 48 km à l'est de Gafsa.
La première division d'infanterie du major général Terry Allen établit des positions défensives dans les collines entourant l'oasis. Les Allemands contre-attaquèrent le 23 mars. La 10e Panzerdivision, la même unité qui avait écrasé les forces américaines à Sidi Bouzid 5 semaines plus tôt, arriva de l'ouest avec 50 panzers et de l'infanterie mécanisée. Ils s'attendaient à repousser les Américains comme ils l'avaient fait en février. Ils eurent tort. L'artillerie américaine ouvrit le feu à portée maximale. Les observateurs avancés positionnés dans les collines avaient des champs d'observation dégagés à travers les approches de la vallée. Ils demandèrent des concentrations sur les zones de rassemblement allemandes avant même que les panzers ne commencent leur attaque. Les obus tombèrent parmi les chars. Certains furent touchés, d'autres furent forcés de manœuvrer. L'attaque perdit sa cohésion avant même de commencer. Les panzers avancèrent malgré tout. Ils progressèrent à travers un terrain découvert vers les positions américaines. Les chasseurs de chars américains, positionnés en défilement sur les pentes inverses, engagèrent à 1400 mètres. Les chasseurs de chars étaient les mêmes Half-Track M3 avec canon de 75 mm qui avaient échoué à Sidi Bouzid. Mais maintenant, ils étaient correctement positionnés avec des champs de tir dégagés et un soutien d'infanterie sur leurs flancs. Ils détruisirent systématiquement des chars allemands. 28 panzers détruits en 4 heures de combat. L'attaque allemande se brisa. Certains chars se replièrent. D'autres tentèrent de contourner la position américaine. L'artillerie américaine déplaça ses tirs pour interdire le mouvement de débordement. Plus de chars allemands furent touchés. L'attaque s'enlisa complètement. Au soir du 23 mars, la 10e Panzerdivision s'était repliée avec de lourdes pertes. Les Américains tinrent El Guettar. C'était la première fois que les forces américaines infligeaient une défaite décisive à une contre-attaque blindée allemande. La différence avec Sidi Bouzid était frappante. Même division allemande, même équipement américain, mais un résultat complètement différent. Le changement était le commandement, l'entraînement et la préparation. Patton avait passé 4 semaines à reconstruire le 2e corps. Les résultats étaient visibles sur le champ de bataille. Les Allemands attaquèrent El Guettar à nouveau dans la semaine suivante. Chaque attaque échoua. Les positions défensives américaines étaient trop fortes. L'artillerie américaine était trop efficace. L'infanterie et les blindés américains travaillaient trop bien ensemble. Début avril, les forces allemandes, dans le sud de la Tunisie, se repliaient vers l'est vers leur dernière ligne défensive. Rommel ne commanda pas à El Guettar. Il avait été évacué vers l'Allemagne le 9 mars pour traitement médical. Mais il entendit les rapports. L'artillerie américaine dévasta les blindés allemands. Les positions défensives américaines étaient correctement coordonnées. Les forces américaines tinrent contre tout ce que les Allemands leur lancèrent. C'était exactement ce qu'il avait prédit. Les Américains de mars 1943 n'étaient pas les mêmes qu'en février. Ils avaient appris, ils s'étaient adaptés, ils avaient pris les leçons de Kasserine et les avaient appliquées systématiquement. Patton avait reconstruit le 2e corps en une force de combat efficace en 30 jours. Rommel comprit cela plus vite que tout autre commandant allemand. Il le comprit parce qu'il avait vu la transition se produire en temps réel pendant la bataille de Kasserine. Il avait vu les Américains se briser à Sidi Bouzid, paniquer à Sbiba, puis se stabiliser et se battre efficacement à l'est de Tébessa. La différence n'était pas dans les soldats, elle était dans le commandement et la préparation. Les soldats américains, correctement commandés et correctement positionnés, se battaient aussi bien que n'importe qui. Cette compréhension façonna les évaluations ultérieures de Rommel sur les capacités alliées. Quand il retourna en Europe et prit le commandement du groupe d'armée B en France, fin 1943, il avertit à plusieurs reprises Hitler que les forces alliées, particulièrement les forces américaines, ne devaient pas être sous-estimées. Il soutint que la seule chance de l'Allemagne en Normandie était de vaincre l'invasion sur les plages avant que les forces alliées ne puissent constituer des forces à l'intérieur des terres. Une fois établies, correctement ravitaillées, avec leur équipement supérieur et leur artillerie, les forces alliées seraient impossibles à déloger. L'évaluation stratégique de Rommel était basée sur les mathématiques et la logistique, pas sur des croyances mystiques sur la supériorité allemande. Il calcula que la production industrielle alliée surpassait la production allemande par des facteurs de 5 contre 1 ou 10 contre 1 selon le système d'armes.
Les usines américaines produisaient des chars, des avions et de l'artillerie à des rythmes que les usines allemandes ne pourraient jamais égaler. La logistique américaine acheminait ses armes à travers l'océan Atlantique malgré les sous-marins allemands. Les systèmes d'entraînement américains produisaient des soldats compétents plus vite que les pertes allemandes ne pouvaient être remplacées. La combinaison était insurmontable. La supériorité tactique allemande pouvait gagner des batailles. Elle ne pouvait pas gagner la guerre. Le seul espoir allemand était d'empêcher les forces alliées de s'établir en Europe. Une fois établies avec leur plein soutien logistique, elles écraseraient l'Allemagne par le seul poids du matériel. Rommel avait vu ce processus commencer à Kasserine. Les forces américaines avaient de mauvaises tactiques en février, mais elles avaient un excellent équipement, une excellente logistique, et elles apprenaient vite. En mars, elles avaient amélioré leur tactique. En mai, elles gagnaient régulièrement. Cette trajectoire continuerait. Hitler ignora ces avertissements. La plupart des généraux allemands les ignorèrent. Ils croyaient au mythe de la supériorité tactique allemande. Ils croyaient que les forces alliées, particulièrement les forces américaines, étaient molles, inexpérimentées, mal commandées. Ils pointaient Kasserine comme preuve. Ils se souvenaient des chars américains brûlant à Sidi Bouzid. Ils se souvenaient des prisonniers américains marchant à travers les villages tunisiens. Ils se souvenaient du chaos de la retraite américaine. Ils oublièrent les 2 derniers jours de la bataille. Rommel pointait Kasserine comme preuve du contraire. Les Américains à Kasserine eurent leur première bataille, subirent des pertes massives, apprirent de ces pertes et s'adaptèrent en 72 heures. Cette adaptation empêcha Rommel d'atteindre ses objectifs. Cette adaptation stoppa l'Africa Korps aux portes de Tébessa. Cette adaptation, multipliée à travers toute une armée, finirait par submerger complètement l'Allemagne. Le moment clé dans la réévaluation de Rommel arriva le 21 février à 14 heures quand il vit l'attaque allemande s'enliser dans la vallée de Bouchepka. Il s'attendait à voir des Américains se retirer en désordre, comme ils s'étaient retirés partout ailleurs. Au lieu de cela, il vit des tirs défensifs organisés. Il vit une artillerie coordonnée. Il vit des chars combattant depuis des positions préparées. Il vit une défense interarmes qui égalait tout ce que les forces britanniques avaient fait. Il comprit immédiatement ce que cela signifiait. Les Américains avaient perdu des batailles pendant 9 jours d'affilée. Mais ils n'avaient pas perdu leur cohésion. Ils n'avaient pas perdu leur volonté de combattre. Ils s'étaient repliés, regroupés, avaient appris, s'étaient adaptés. Ce genre de résilience était dangereux. Ce genre de capacité d'adaptation, combinée avec la puissance industrielle américaine et la supériorité logistique, déciderait finalement de la guerre. Rommel exprima cette vue à son état-major le 23 février, alors qu'il se préparait à se replier. Les Américains avaient en pris leur raclée et reviendraient plus fort. Les Allemands avaient gagné la bataille, mais perdu la plus grande opportunité. Ils auraient dû détruire complètement le 2e corps dans les 3 premiers jours. Ils ne l'avaient pas fait. Maintenant, le 2e corps allait se reconstruire, apprendre, s'améliorer. La prochaine fois qu'ils se rencontreraient, les Américains seraient bien plus dangereux. Son état-major ne comprit pas. Ils virent l'équipement capturé, le nombre de prisonniers, le territoire gagné. Ils virent la victoire. Rommel vit une opportunité manquée et une future menace. Les archives historiques prouvent que Rommel avait raison. Les forces américaines en Afrique du Nord s'améliorèrent dramatiquement après Kasserine. En avril, elles tenaient tête aux attaques allemandes. En mai, elles menaient des offensives. Au 13 mai, quand les forces de l'Axe en Tunisie se rendirent, les forces américaines s'étaient transformées en unités de combat compétentes et efficaces. Le même schéma se répéta en Sicile en juillet 1943. Difficulté initiale américaine, adaptation rapide, succès final. De nouveau en Italie en septembre 1943, revers initiaux, apprentissage rapide, avance régulière. En juin 1944, quand les forces alliées débarquèrent en Normandie, les unités américaines étaient parmi les forces les plus efficaces du théâtre européen. Rommel ne combattit plus jamais les Américains après Kasserine. Il quitta l'Afrique du Nord en mars, passa du temps en Italie, puis se rendit en France pour préparer les défenses contre l'invasion attendue. Mais son expérience à Kasserine influença sa pensée stratégique pour le reste de la guerre. Il savait ce que les forces alliées, correctement équipées et correctement commandées, pouvaient accomplir.
Il savait que la seule chance de l'Allemagne était de les empêcher de s'établir. Une fois établies, elles seraient irrésistibles. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquèrent en Normandie. Rommel n'était pas à son quartier général. Il était en Allemagne pour célébrer l'anniversaire de sa femme. Au moment où il revint le 7 juin, les forces alliées avaient établi leur tête de pont. Au 10 juin, elles avaient débarqué plus de 300 000 hommes et poussaient à l'intérieur des terres. Rommel reconnut immédiatement la situation. Les Alliés étaient établis. Ils allaient accumuler des forces. L'Allemagne ne pouvait pas les arrêter. La guerre était perdue. Il fut blessé le 17 juillet quand un avion allié mitrailla sa voiture. Il se remettait quand il fut impliqué dans le complot du 20 juillet pour assassiner Hitler. Devant le choix entre un procès et le suicide, il choisit le suicide le 14 octobre 1944. Il avait 52 ans. Son évaluation des forces américaines, écrite après Kasserine et affinée au cours de l'année suivante, resta dans les archives militaires allemandes. Les historiens la trouvèrent des décennies plus tard. Elle demeure l'une des premières évaluations les plus précises du potentiel militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Paul Robinett survécut à la guerre. Sa résistance défensive à l'est de Tébessa le 21 février fut officiellement créditée d'avoir arrêté l'avance allemande et sauvé Tébessa. Il fut blessé le 5 mai 1943 quand l'artillerie allemande toucha sa Jeep. Sa jambe gauche fut gravement endommagée. Il fut évacué vers les États-Unis et prit sa retraite des opérations de combat. Il commanda plus tard l'école des blindés à Fort Knox jusqu'à la fin de la guerre. Robinett ne reçut jamais une large reconnaissance pour son rôle à Kasserine. La bataille fut retenue comme une défaite américaine. Les premiers désastres à Sidi Bouzid et Sbiba dominèrent le récit historique. La résistance défensive réussie qui arrêta Rommel fut éclipsée par les pertes antérieures. Mais Robinett savait ce qu'il avait accompli. Sa préparation minutieuse, sa coordination interarmes, son positionnement défensif délibéré avaient arrêté le renard du désert au moment où la victoire allemande semblait inévitable. Il avait montré que les Américains, correctement commandés et correctement préparés, pouvaient vaincre les forces allemandes à armes égales. George Patton le savait aussi. Quand il prit le commandement du 2e corps en mars, il rencontra Robinett et demanda des comptes rendus détaillés sur les actions défensives à l'est de Tébessa. Patton utilisa ces leçons pour reconstruire le 2e corps. Tout ce que Robinett avait fait, la coordination interarmes, la préparation de l'artillerie, le positionnement défensif, Patton en fit la pratique standard dans tout le corps. En mai 1943, le 2e corps était une force différente. Il avança à travers la Tunisie, combattit à travers les lignes défensives allemandes, captura des milliers de prisonniers. Le 7 mai, il entra à Bizerte. Le 13 mai, toutes les forces de l'Axe en Afrique du Nord se rendirent. Total des prisonniers capturés, 275 000 soldats allemands et italiens, plus qu'à Stalingrad. La transformation prit 12 semaines, du désastre de Kasserine à la mi-février à la victoire totale à la mi-mai. 12 semaines d'apprentissage, d'adaptation, d'entraînement, de combat, 12 semaines qui prouvèrent l'évaluation de Rommel correcte. Les forces américaines n'étaient pas inférieures aux forces allemandes. Elles étaient inexpérimentées. L'expérience pouvait être acquise. Les leçons pouvaient être apprises. Les erreurs pouvaient être corrigées. La vitesse de ce processus d'apprentissage déterminait les résultats. À Kasserine, les Américains apprirent en 72 heures. À Sidi Bouzid et Sbiba, ils combattirent mal. À l'est de Tébessa, ils combattirent bien. Cette transition comprimée en 3 jours de combat montra ce dont les forces américaines étaient capables quand elles étaient correctement commandées. Rommel vit cela. La plupart des commandants allemands ne le virent pas. Cette différence de perception façonna la façon dont différents commandants abordèrent la guerre. Rommel préconisa des évaluations réalistes et des stratégies défensives basées sur la détérioration de la position stratégique de l'Allemagne. D'autres commandants préconisèrent des opérations offensives basées sur une supériorité allemande supposée. L'approche offensive échoua à plusieurs reprises en Tunisie, en Sicile, en Italie, en France. Les forces allemandes attaquant des positions alliées bien préparées subirent de lourdes pertes et gagnèrent peu de terrain. L'approche défensive fonctionna mieux.
mais ne pouvait pas changer la situation stratégique. L'Allemagne manquait des ressources pour vaincre les forces alliées combinées, quelles que soient les tactiques. Début 1944, Rommel avait conclu que la guerre était ingagnable. Son expérience à Kasserine lui avait appris que les forces alliées, une fois établies et correctement ravitaillées, ne pouvaient pas être vaincues par la seule supériorité tactique. L'Allemagne avait besoin d'un règlement politique. L'Allemagne n'obtiendrait pas de règlement politique. Par conséquent, l'Allemagne perdrait. Il avait raison. Mais sa justesse ne changea rien. L'Allemagne continua à se battre jusqu'en mai 1945. Des millions d'autres moururent. Des villes furent détruites. L'Europe fut dévastée. Tout cela aurait pu être évité avec des évaluations réalistes. En 1943, le col de Kasserine fut un de ces moments où la réalité devint visible. Les premières batailles montrèrent les faiblesses américaines. Les dernières batailles montrèrent les forces américaines. Rommel vit les deux. Il comprit ce que la combinaison signifiait. Il essaya d'avertir ses supérieurs. Ils n'écoutèrent pas. C'est ainsi que l'échec militaire arrive, non par manque de courage ou de compétences, mais par fausse évaluation et pensée magique. Les commandants allemands, en 1943, voulaient croire que les forces alliées étaient faibles. Certaines preuves soutenaient cette croyance. Le désastre à Sidi Bouzid, le chaos à Sbiba, la percée initiale au col de Kasserine. Mais d'autres preuves la contredisaient. La résistance défensive à l'est de Tébessa, les tirs d'artillerie qui arrêtèrent les attaques allemandes, l'adaptation rapide américaine. Rommel pesa toutes les preuves. Il conclut que les preuves contradictoires étaient plus importantes que les preuves soutenant. Les Américains pouvaient apprendre. Les Américains pouvaient s'adapter. Par conséquent, les Américains finirent par gagner. Cette conclusion était impopulaire. Elle était aussi exacte. La bataille du col de Kasserine se termina il y a 81 ans. Les historiens en débattent encore la signification. Certains soulignent la défaite américaine, les pertes, l'équipement capturé. D'autres soulignent les leçons apprises, l'adaptation rapide, les actions défensives réussies qui arrêtèrent Rommel avant ses objectifs. Les deux perspectives sont partiellement correctes. Kasserine fut une défaite. Les Américains perdirent plus d'hommes, plus d'équipements, plus de terrain que les Allemands, mais Kasserine fut aussi une expérience d'apprentissage. Les Américains comprirent la coordination interarmes sous le feu. Ils comprirent l'efficacité de l'artillerie. Ils comprirent le positionnement défensif. Ils appliquèrent ces leçons immédiatement. Rommel comprit ce paradoxe. On peut perdre une bataille et apprendre assez pour gagner la guerre. On peut gagner une bataille et manquer les réalités stratégiques qui garantissent la défaite éventuelle. Kasserine fut les deux simultanément. Une défaite tactique américaine qui devint une leçon stratégique, une victoire tactique allemande qui révéla le potentiel américain. Le champ où Paul Robinette positionna sa défense le 21 février est aujourd'hui une terre agricole vide. Pas de marqueurs, pas de monuments. Les oueds où il cacha ses chars sont toujours là. Les lignes de crête où ses observateurs d'artillerie demandèrent des tirs sont toujours là. Le fond de la vallée où les panzers allemands furent détruits est toujours là, mais rien ne marque ce qui s'est passé. La plupart des gens qui traversent en voiture ne savent pas qu'une bataille s'y est déroulée. Le quartier général de Rommel à Kasserine a disparu. Le col lui-même est maintenant une autoroute moderne. Les touristes traversent sans connaître son histoire. Les collines où les soldats américains et allemands combattirent sont silencieuses, mais les leçons demeurent. La préparation appropriée compte, la coordination interarmes compte, le commandement compte, l'évaluation réaliste compte. Ces leçons apprises au prix fort en février 1943 façonnèrent la façon dont les forces américaines combattirent pour le reste de la guerre. Rommel apprit ces leçons aussi. Il apprit que les forces américaines, considérées comme inexpérimentées et incompétentes par la plupart des commandants allemands, étaient en réalité des adversaires dangereux qui apprenaient vite et s'adaptaient rapidement. Il essaya de communiquer cette leçon. L'histoire montre si quelqu'un l'écouta.